Période de 10 minutes pour nous faire votre présentation. Nous vous écoutons avec grand plaisir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, je suis Alain Fortier, Président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je suis accompagné de Mme Louise Lortie, vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec et aussi présidente de la Commission scolaire de Laval, et de Louise Tremblay, économiste à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Ce projet de loi soulève de nombreuses inquiétudes d'ordre varié. Je me limiterai pour la présentation à la mise en évidence de quelques-unes, puis je vous présenterai ensuite, ou Louise le fera, quelques recommandations. L'éducation publique nécessite toute l'attention de notre société. Nous avons d'ailleurs salué l'intention du gouvernement d'en faire sa principale priorité. À ce niveau, la Fédération des commissions scolaires du Québec rejoint ce but et se place en position de partenaire, en allié. La Fédération est porteuse d'équité des chances, de réussite de toutes et tous, en plus d'être un lien incontournable avec nos communautés locales. L'éducation est un bien collectif. Tous les citoyens, toutes les citoyennes doivent mettre les efforts nécessaires pour la réussite de nos élèves, jeunes et moins jeunes. La contribution citoyenne par la taxe scolaire est porteuse de sens. Payer son compte de taxe représente un engagement individuel dans sa collectivité, un geste concret, responsable, dédié à un enjeu supérieur, l'éducation de nos enfants et de nos adultes à l'école. Abaisser la taxe scolaire va à contresens de cette valeur précieuse et collective, d'ailleurs celle de ce gouvernement, l'éducation. Les revenus de taxe scolaire constituent une part importante du financement du réseau. En 2015-2016, il représentait 2,2 milliards de dollars, soit 18 % du financement total. Avec ce projet de loi, la part serait considérablement réduite à 8,5 ou 900 millions de dollars. Chaque contribuable foncier verra son compte de taxe scolaire baisser, alors que les besoins en éducation ne diminuent pas, mais s'accroissent. Il y a là un message contradictoire. Le gouvernement devra compenser cet important manque à gagner sans aucune valeur ajoutée pour les services aux élèves. Qu'arrivera-t-il lorsque le Québec se retrouvera dans une situation budgétaire moins enviable que présentement? Parlons maintenant d'équité. Les coûts d'accès à la propriété varient beaucoup d'une région à l'autre. Un même bungalow à Saguenay, à Montréal ou à Donnacona, par exemple, ne coûte pas le même prix. La baisse de taxe scolaire est à l'avantage des propriétaires, sans aucune garantie de réduction du fardeau des locataires. La grande entreprise, de même que les propriétaires d'immeubles qui sont non résidents du Québec, en profiteront également. Pour ces raisons, le gouvernement aurait pu choisir d'établir autrement le taux de taxation. Et puis, ne l'oublions pas, la taxe scolaire permet aux contribuables fonciers de participer de façon tangible au financement de l'éducation localement. De plus, les élus scolaires rendent des comptes à la population sur leurs décisions et leurs réalisations. Nous sommes et devons toujours être imputables de nos choix. Nous avons besoin de davantage de marge de manœuvre pour répondre adéquatement aux besoins locaux. Si différents d'une région à l'autre, réduire la taxe scolaire centralise les pouvoirs et étouffe la souplesse nécessaire pour être en phase avec nos concitoyens et les besoins exprimés de nos parents, de nos élèves. Pour revenir à la proportion de la taxe scolaire dans les revenus totaux des commissions scolaires, il convient de prendre un point de vue canadien. En 2015, la proportion de revenus des taxes scolaires, des revenus des commissions scolaires provenant de la taxe était plus élevée qu'au Québec dans 6 provinces différentes. En Nouvelle-Écosse, 18 %, en Ontario, 26 %, Manitoba, 37 %, Saskatchewan, 29,9 %, Alberta, 31,8 %, Colombie-Britannique, près de 36 %. Ainsi, le gouvernement québécois va devoir remplacer ces revenus par des revenus de taxes de vente ou d'impôts. Pourquoi baisser l'impôt foncier scolaire au lieu des autres champs fiscaux? Si l'éducation est la priorité, elle ne devrait pas être la cible. La volonté du gouvernement d'instaurer un taux de taxe unique au plus bas taux nécessaire nécessite une compensation budgétaire très importante évaluée de façon conservatrice à 800 millions de dollars, qui s'ajoute déjà aux 670 millions résultant de la réforme précédente. Le gouvernement doit absolument garantir aux élèves les services nécessaires à leur réussite.
Faire de l'éducation une priorité signifie mobiliser l'ensemble des acteurs de la société en général. Il ne faut certainement pas fragiliser les chances de réussite de notre mission par des inquiétudes financières. Des investissements grandissants sont nécessaires pour les services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, d'accueil, de francisation, pour l'implantation des diverses applications technologiques, pour ne nommer que celles-là. La Fédération craint que le choix du gouvernement de transférer financièrement le financement local vers d'autres sources se fasse au détriment des besoins de l'école publique et, par conséquent, freine nos efforts d'assurer la réussite de tous les élèves. D'ailleurs, Monsieur le ministre, nous demeurons disponibles pour vous faire part des besoins du réseau d'éducation dans le cadre des consultations prébudgétaires. Permettez-moi de mettre en lumière quelques-unes de nos recommandations afin de préserver l'autonomie, la capacité d'innover et le financement des services locaux en éducation offerts par les commissions scolaires. D'abord, en raison du processus de répartition des ressources prévues par la loi, les commissions scolaires ont besoin de connaître les ressources budgétaires à leur disposition avant le 1er avril. Comme il a déjà été mentionné par d'autres intervenants, nous demandons d'être compensés pour la perte des revenus d'intérêt occasionnés par la baisse de taxes. Ensuite, par souci d'équité, pour permettre aux commissions scolaires de mettre sur pied des projets locaux visant la réussite des élèves, nous demandons le versement aux commissions scolaires des revenus de la taxe perçus en cours d'année sur les nouvelles constructions ou les augmentations de valeur non présentes au rôle d'évaluation. À l'échelle du Québec, cela représentait en 2015-2016 27,6 millions de dollars. Finalement, l'obligation de faire l'étalement des valeurs foncières représente un processus administratif lourd et coûteux. Les commissions scolaires ont exprimé plusieurs problèmes d'application dont nous avons fait part dans notre mémoire. Nous recommandons donc de laisser le choix aux commissions scolaires de faire ou non l'étalement des valeurs foncières. En conclusion, nous croyons en la nécessité pour la population d'être rassurée quant au financement futur de notre réseau public d'éducation, pour lequel les besoins sont grandissants. L'allègement fiscal proposé par le projet de loi 3 bénéficiera aux plus fortunés de notre société et représente au moins 1,5 milliard de dollars de manque à gagner récurrent dans notre réseau, sans compter l'indexation des coûts, bien sûr. Il est primordial de garantir le financement pour le bien de l'avenir de notre société, nos élèves. Monsieur le Président, être éduqué, c'est être libre. Si nous souhaitons l'adhésion et la prise en charge de tous les Québécois à ce projet d'une société libre, la contribution individuelle doit être grande, notamment chez les plus nantis, pour obtenir des effets collectifs tangibles. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation et j'aimerais, si vous permettez, adresser le point des consultations prébudgétaires. Nous avons vu plus de 60 organismes et sachant que vous veniez ici, nous avons fait des choix et nous avons rencontré l'ensemble de la société. Et si vous avez besoin du temps qui nous est accordé pour vous poser des questions, pour faire valoir vos points, ça me fera plaisir de vous accorder une partie de mon temps. Vous avez parlé des revenus de placement. J'aimerais savoir quels sont les rendements dont on parle en 2018? Probablement par la taxe de Montréal. C'est de ça dont vous parlez? Bien, c'est vous qui avez parlé des revenus de placement. Alors, je vous demande quels sont ces revenus de placement et quel est le rendement sur ces fonds que vous avez investis? Oui, notre souvenir, c'est environ 32 millions, en tout cas, de revenus, mais je suis... pour l'ensemble des commissions scolaires? Je crois que c'était pour l'ensemble des commissions scolaires? Oui, c'est 32 millions. 32 millions pour l'ensemble des commissions scolaires. OK. Donc, ces placements-là sont exclusivement dans des fonds de marché monétaire? Ou... Parce qu'il n'y a aucun rendement, aucun indice boursier qui a généré un rendement positif en 2018. Permettez, on va faire la vérification. Merci. Puis...
Oui, bien, OK. On pourrait poursuivre par souci d'efficacité, surtout que je vous ai offert du temps, alors je ne vous en prendrai pas avec un silence. Ce serait incohérent. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Dans la mesure où ces sommes que vous demandez, qu'elles existent et que vous voulez demander et que nous faisions un geste pour augmenter l'acceptabilité générale de notre intention, qui est de résoudre les inéquités fiscales, réduire le fardeau fiscal et maintenir des investissements en éducation stables. Est-ce que vous supporteriez le projet de loi si nous compensions la perte de ces revenus de placement dans la mesure où ils existent? En fait, on supporterait certainement le fait que vous garantissiez là, la perte de ces revenus de placement ou autres inquiétudes que nous avons. Bien sûr, vous l'avez vu à travers notre mémoire, là, qu'on n'est pas convaincu. Puis encore une fois, en tout respect là, de l'engagement que vous prenez à compenser le fait que la taxe baisse, donc il va y avoir des mesures compensatoires. Puis bien sûr, on a confiance que vous allez le faire. Notre inquiétude est pour les années subséquentes, c'est-à-dire dépendamment des aléas d'économie, dépendamment des changements de gouvernement. On ne voudrait pas rejouer dans ce film de modification de la taxe scolaire à chaque année. Là. D'accord. Moi, à moins que vous ayez la réponse sur les revenus de placement, là, les taux d'intérêt qui sont chargés sur les aréages, là, on a entendu des chiffres assez astronomiques. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Bien, en fait, ce que je comprends là, de ces taux d'intérêt, c'est pour avoir un incitatif à ce que les gens paient leur taxe scolaire. Et souvent, lorsque les gens vont téléphoner chez nous, on va leur dire, si vous allez à la caisse, vous allez avoir un prêt de 3, 4, 5 %, vous allez être capable de payer votre compte de taxe scolaire. Donc, c'est vraiment cette idée-là de s'assurer que chacun des citoyens qui est responsable de payer ses taxes scolaires, procède, trouve les moyens pour être capable de supporter le projet collectif là, d'éducation publique. Là. D'accord. Parce que nous, on s'est fait... Il y a beaucoup de gens qui sont venus présenter qui nous ont dit que cet argent-là était essentiel pour la lutte à la pauvreté. Et certainement, la lutte à la pauvreté, c'est noble. Là. Je ne suis pas convaincu que combattre la lutte à la pauvreté avec des taux de 15 % sur des aréages, c'est cohérent. Mais je vais m'arrêter là. Je suis prêt à vous accorder du temps si vous voulez faire valoir les points que vous auriez aimé faire valoir au sujet de l'éducation. Vous comprendrez que nous ne nous sommes pas préparés en fonction d'une consultation pré-budgétaire qui est à peu près à la hauteur de 11 milliards de dollars. Et donc, on souhaiterait vraiment avoir cet échange. Parole à mes collègues. Madame la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Bonjour à vous. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre présentation et des arguments que vous mettez de l'avant. Première des choses, les revenus de placement de 30 millions, est-ce que ce sont toutes les commissions scolaires? Toutes? Donc, tout en fond. OK. Tout ensemble. Parfait. C'était juste une précision. Également, vous dites que la loi sur l'instruction publique soit modifiée afin de financer les besoins locaux dans les règles budgétaires. Qu'est-ce que vous voulez comme changement précisément là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez par besoins locaux et qu'est-ce qu'il faudrait changer là, précisément dans les règles budgétaires par rapport à ce qu'il y a actuellement? Avez-vous les numéros de règles? On va faire la recherche. Oui, j'aimerais ça. Je serais curieuse d'entendre la réponse. Également, je vois quelque part dans votre mémoire que c'est marqué que les commissions scolaires ne soient plus contraintes de devoir aviser le contribuable par écrit d'un retard à payer de son compte de taxe scolaire. Ma question, ça ne va pas un peu loin? Oui. Ou bien j'ai mal lu peut-être, là, mais ça ne va pas un peu loin. C'est-à-dire que présentement, dans la loi sur l'instruction publique, on n'a pas le droit d'envoyer le compte de taxe par l'Internet. Il faut absolument envoyer un compte papier, malgré... Oui, c'est ça. OK. Donc, vous ne parlez pas d'un avis tout court, là. Vous parlez plus d'un avis écrit, mais quoi que ce n'est pas tout le monde qui a Internet non plus. Mais il n'y a même pas possibilité, avec la loi sur l'instruction publique actuelle, d'envoyer le compte de taxe par courriel ou par Internet à ceux qui nous le demanderaient. OK. Ça fait que c'est dans ce sens-là que cette recommandation-là a été écrite et non pas dans le sens de ne plus envoyer d'avis. OK, on s'entend là-dessus. C'est dans un esprit de modernisation de la communication, d'efficacité. Je voulais juste être certaine d'avoir la clarification.
Vous parliez également de pouvoir continuer de bénéficier du pouvoir d'imposition, en plus de décider du taux d'intérêt pour les soldes en souffrance. Et bon, si elle ne contrôle pas le taux d'intérêt, la Fédération souhaiterait voir l'instauration d'une pénalité de paiement. Juste peut-être m'en dire un peu plus là-dessus. Bonjour. Alors, un peu comme Revenu Québec fait. Lorsqu'il applique un taux d'intérêt, puis que si vous ne payez pas le 1er mai et que vous devez des sommes, il y a une pénalité qui s'applique. Donc, en plus du taux d'intérêt. Exactement. Donc, pour inciter le contribuable à payer rapidement, puisque l'objectif dans tout ça, c'est que la personne paie. Les commissions scolaires ne sont pas des institutions financières. Si un contribuable a besoin de ressources, il peut aller voir son institution financière et c'est l'objectif. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci à vous tous. J'ai une question un peu complémentaire. Ma collègue députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré m'y a fait penser. Est-ce que vous connaissez les taux qui sont chargés en termes de pénalité d'intérêt pour les retards? La CSDM nous mentionnait 15 %. On a entendu d'autres chiffres plus élevés. Est-ce que vous connaissez, dans le fond, le range par des mois d'anglicisme? Oui, à Fourchette, ce qu'on nous dit, c'est entre 15 et 18 %. Merci. C'est tout. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Y aurait-il une autre question provenant du groupe de la majorité ministérielle? Non. Monsieur le député de Robert Baldwin. Très bien. Non, ce n'est pas... Nice try. Non, malheureusement pas. C'est bien essayé, mais que voulez-vous, les règlements ne le permettent pas. Monsieur le député. Très bien, merci. Alors, bonjour. Merci d'être là. Et je vous dirais d'entrée de jeu que nous aussi, nous partageons votre point de vue que c'est nécessaire et utile et important de préserver l'autonomie des commissions scolaires. On a parlé tantôt et hier et tout ça des besoins locaux. Pouvez-vous peut-être nous parler un peu plus de ça, des besoins locaux, parce que, bien sûr, la taxe scolaire sert à financer une série de choses, mais les besoins locaux sont très particuliers et varient de région à région. Et pourriez-vous nous parler un peu de la manière dont les commissions scolaires adressent ces besoins locaux et qu'est-ce qu'elles auraient à perdre si jamais tout ça serait centralisé au ministère de l'Éducation à Québec? En fait, ce qu'on voulait faire sentir à travers notre mémoire, c'est qu'il est extrêmement difficile, dans une position centralisée, de bien comprendre ce que chacun des milieux ressent comme besoin. Si on prend par exemple l'exemple du transport scolaire, est un bel exemple. C'est-à-dire qu'il est impossible de savoir comment va s'organiser le transport scolaire à partir de Québec, quand, par exemple, à Matane, Trois-Rivières, là, je peux les nommer toutes les régions du Québec, là, où chacun des réseaux scolaires est dépendant du climat, de la distance, de l'écart entre les écoles. Bref, tous ces besoins locaux-là ont besoin d'être analysés finement. Et plus on a une souplesse budgétaire, mais plus on est capable de répondre aux différentes impondérables qu'impose une région. C'est dans ce sens-là qu'on dit que le fait que l'on puisse avoir nos sommes directement par la perception de la taxe, bien, ça évite cette centralisation-là et ça rend plus rapidement et de manière plus souple notre capacité de réponse aux différents enjeux liés à la taxe scolaire. Donc, on pourrait même regarder cette question d'un point de vue d'une économie régionale. Donc, en région, les enjeux locaux sont bien différents de ceux de Montréal et de Québec. Et donc, les commissions scolaires localement sont beaucoup plus intéressées et outillées pour faire face à ces enjeux-là. Donc, on perdrait énormément d'autonomie avec une centralisation de la taxe scolaire. Si vous permettez, le vérificateur général nous avait demandé comment ça qu'un kilomètre d'autobus ne coûte pas le même prix à Montréal qu'à Matane. Puis on avait utilisé Val-d'Or, enfin bref, puis à un moment donné, on lui avait expliqué que
un enfant peut marcher un demi-kilomètre à Val-d'Or avant de geler, puis qu'à Montréal, il peut peut-être marcher un petit peu plus longtemps. C'est ce qui faisait en sorte qu'on avait besoin d'augmenter ou de diminuer la distance de transport scolaire parce que, justement, le climat nous imposait de diminuer les distances de marche, par exemple. C'est ça qu'on veut dire par être au fin détail de nos besoins locaux. Puis ce n'est que l'exemple du transport scolaire. C'est vrai pour l'expérience de nos directions d'établissement, c'est vrai pour les clientèles qui nous imposent peut-être de mettre un peu plus de direction d'établissement dans une école parce qu'il y a une clientèle qui en a besoin. C'est toute cette finesse-là qui fait en sorte que lorsqu'on a nos sommes proches, bien, on est certain d'être capable d'y répondre puis d'avoir la souplesse nécessaire pour y répondre. Une dernière question avant de passer la parole à ma collègue. On a aussi beaucoup parlé, aujourd'hui et hier, de probablement envoyer aux municipalités la tâche de percevoir la taxe scolaire. Vous, dans vos conversations, surtout encore une fois en région, avec les plus petites municipalités, est-ce que vous sentez un enthousiasme débordant de la part des villes de prendre ce rôle-là? Il faudrait leur poser la question, mais je veux juste rappeler qu'il y a plus de 1100 municipalités au Québec, de 72 commissions scolaires. Fait que si on veut alourdir le système de taxation scolaire, c'est la voie à prendre. Mais la commission scolaire, je pense, c'est des SAMAR qui a 43 ou 44 municipalités, là. Donc, vous voyez un peu là, comment accentuer la problématique. Là. Voilà une belle solution. Puis je vous invite à éviter. Une question, alors je vais aller rapidement et je vous demanderai aussi des réponses courtes. Êtes-vous surpris par l'absence du ministre de l'Éducation? Bien, maintenant que vous... Vraiment, enfin, ben, je pensais que les enjeux d'éducation l'intéressaient, mais oui. Êtes-vous surpris que la CSQ, la PCHQ et la chaire de recherche en fiscalité puis en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui ne collectent pas de taxes, ont été rencontrés en consultation prébudgétaire par le ministre des Finances, mais pas vous, alors que vous collectez des taxes et qu'en plus, vous allez être amputé par le projet de loi numéro 3. Bien, enfin, dans mon allocution, j'ai encore confiance que nous allons peut-être être rencontrés en consultation prébudgétaire et on a tellement de choses à lui dire. Mais... Puisque tout le monde est réuni, j'ose espérer qu'on est capable d'arrimer les agendas pour que tout le monde se rencontre en consultation prébudgétaire. Je tends ici une perche. Mais... Qui est pour un poste? Non, eux autres. Alors, je continue. Tantôt, encore vous revenez, les gens reviennent beaucoup sur le taux, sur les aréages. Ma compréhension, c'est la suivante, c'est que entre les perceptions au niveau des commissions scolaires des taxes, 92 à 98 % dépendamment des commissions scolaires, sont réussies à être collectées rapidement. Est-ce que je me trompe? Donc, est-ce qu'il y a une solution à un faux problème en ce moment, là? De dire on va peut-être transférer ça au municipal, la collecte des taxes scolaires, alors qu'au fond, vous le faites parfaitement, presque parfaitement, parce que 98 % il manquerait un 2 % que ce soit parfait. Ouais. En fait, vous savez, tout le débat sur la taxation scolaire vient d'un drapeau levé dans l'Outaouais où il disait qu'il y avait une mouvance des payeurs de taxes, des commissions scolaires où il y avait un plus haut taux vers les commissions scolaires où il y avait un plus bas taux. Nous, tout ce qu'on a demandé, là, c'est peut-on trouver un mécanisme qui arrête ce déplacement des payeurs de taxes parce qu'il y a un magasinage des taux. C'est la seule chose qu'on a demandé. Et là, il y a eu une espèce d'escalade là, de ce débat autour de la taxe scolaire qu'on déplore. Au niveau des taxes scolaires, ça sert beaucoup pour le transport, n'est-ce pas? Transport, direction de l'établissement, l'entretien de nos bâtisses, puis... transport... Puis les choix locaux, notamment les services aux élèves handicapés. Parfait. Alors, pour le transport, avec le déploiement des maternelles 4 ans, on sait que les petits bouts de chou, si jamais là, il y a plein de maternelles 4 ans, est-ce que ça se peut que la marge soit trop haute pour le transport, qui va être l'autobus jaune, puis que ça va faire en sorte qu'il va y avoir des frais supplémentaires parce qu'on va devoir changer le type de transport pour s'être adapté pour les maternelles 4 ans? Quand vous parlez de la marge trop haute, vous parlez de celle où il faut monter dans l'autobus? Oui. Non, effectivement, tu sais, là, on ne connaît pas l'impact encore de l'implantation des maternelles 4 ans. Il y en aura combien? Est-ce que ce sera partout? Est-ce que ce sera dans tous les milieux? Quelle sera la distance raisonnable pour faire marcher un enfant de 4 ans? Vous savez qu'entre 4 ans et 5 ans, c'est 20 % de la vie de plus. Hein? Donc, tu sais, c'est tellement des impondérables qu'on aura besoin, bien sûr, d'un montant supplémentaire
beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer par rapport à cet enjeu-là. Parfait, je vous remercie. Je passe la parole à ma collègue députée de Westmount-Saint-Louis. Madame la députée, à vous la parole. Bonjour, M. Fortier. Vous avez parlé de l'odeur administrative créée par ce projet de loi. Pouvez-vous élaborer un peu sur ce point-là pour nous? Oui, bien sûr. Mais je vais inviter aussi ma collègue, là, Mme Tremblay, là, à compléter. Mais vous savez, en ce moment, quand on parle de la taxe scolaire, là, on reçoit le produit maximal de la taxe, puis les commissions scolaires font le reste des opérations. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les 2-3 prochaines années, il y aura tout un paquet d'opérations qui nous apparaissent, en tout cas, beaucoup plus lourdes administrativement, beaucoup plus inquiétantes aussi, notamment, en tout cas, pour tous les montants qui sont en périphérie, qui fait en sorte que il y aura des équipes, en tout cas, qui devront faire, en tout cas, beaucoup d'analyses pour savoir quel sera le montant de la compensation, là, qui a un nom plus technique, là, et ensuite de ça, qui sera envoyé aux commissions scolaires. Ensuite de ça, nous, il va falloir qu'on ajuste nos budgets. Bref, il y a une lourdeur administrative qui s'impose par ce nouveau projet de loi-là, quand, en ce moment, une fois qu'on reçoit notre produit maximal de la taxe, tout baigne. Peut-être, Louise, il y a un élément pour compléter? Tout simplement, peut-être mentionner, bien, premièrement, nous le connaîtrons en même temps que vous au budget du Québec, de savoir l'enveloppe totale qui va être consentie par le gouvernement du Québec pendant toute la période de transition. On va être, pour les commissions scolaires qui ne sont pas au taux plancher, elles devront attendre de connaître le taux qui va être établi par le ministère. Le ministère, pour donner l'information à chacune des commissions scolaires, devra attendre de recevoir toutes les évaluations foncières parce qu'il doit, pour établir le taux de taxe, connaître la richesse foncière de l'ensemble du Québec. Alors, il y a des délais pour cela. On a des dates à respecter en vertu de la loi, mais vous comprenez bien qu'il y a 1100 municipalités qui doivent transmettre à 69 commissions scolaires l'information que nous devrons transmettre au ministère. Et par la suite, eh bien évidemment, l'Assemblée nationale est souveraine, les crédits seront adoptés et par la suite, eh bien, le ministère fera connaître à la fois les ressources budgétaires et le taux de taxe ça nous amène fin juin. Et de plus, nous sommes contraints, en vertu du projet de loi 3, à appliquer la réglementation prévue en vertu de la loi sur l'administration fiscale. Cette dernière loi prévoit que les taux sont déterminés à la fin de chaque trimestre, à la fin du trimestre de juin, que dans la dernière semaine de juin, mettons. Eh bien là, lorsqu'on connaîtra le taux, l'envoi des comptes pourra se faire, c'est-à-dire on va demander l'impression à la société GRIX et la société GRIX fournira les comptes pour les envoyer un mois plus tard. Alors, on ajoute des délais. Il y a plusieurs étapes. Alors, ça alourdit le processus. Merci beaucoup, Madame la députée. Auriez-vous une autre question? Oui, mais je pensais qu'on avait plus de temps. 35 secondes. OK, 35 secondes. Sur page 5 de votre mémoire, vous parlez de l'iniquité qui se passe avec ce projet de loi. Aucune garantie de réduction de fardeau pour les locataires, richesse foncière pour quelques-uns et l'autre. Pouvez-vous aussi expliquer un peu peut-être les différences, exemple, Montréal et Bromont, par exemple? Oui, il n'y a pas de maison de 200 000 à Montréal. Voilà la différence. Peut-être pas à Bromont, aucune idée, mais on parle des régions du Québec où des maisons de 300 000 sont des grosses maisons, tandis qu'à Montréal, il existe peu de maisons à ce niveau-là. Donc, il y a de l'iniquité vraiment entre les régions, même si on dit que tout le monde paiera le même taux de taxe. Je peux que les propriétaires d'Orford vont être désavantagés comparé à Montréal. Merci beaucoup. Madame la députée de Joliette. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup de votre présentation. Je pense que vous êtes des acteurs qui sont au cœur du débat aujourd'hui. Je suis d'avis que c'est un débat assez important, que tout le temps devrait être consacré à discuter du projet de loi. Et j'invite donc le ministre à vous inviter effectivement en temps et lieu pour la question des consultations prébudgétaires et qu'ici, on discute du projet de loi. Donc, première question, parce que je comprends que le cœur de vos inquiétudes, c'est vraiment relié à la prévisibilité, la vulnérabilité plus grande. Si on amenait, je comprends que dans un monde idéal, vous ne voudriez pas de compensation, vous voudriez des réinvestissements, mais si on doit vivre avec l'idée de la compensation, est-ce que d'avoir une disposition législative formelle qui vient garantir que le maintien des sommes, ça serait quelque chose qui serait de nature à vous rassurer?
En fait, c'est rassurant. Ce qui est pas rassurant, c'est l'identification des coûts de système et les impondérables, notamment l'augmentation de clientèle. Je pense qu'un économiste qui est venu ici puis qui a dit qu'on était autour de 7 de coûts de système là, pour répondre aux obligations, dépendamment aussi des différents projets qu'un gouvernement pourrait avancer. L'idée d'un bouclier, à mon avis, est une excellente idée, mais il faudrait que le bouclier soit assez épais pour être certain que ça inclut les coûts de système, les impondérables, qu'il y a une marge de manœuvre. En fait, vous voyez un peu comment il est difficile de prévoir quel sera ce montant qui est protégé. Et ce serait peut-être ma petite réserve. Et la recommandation 5, je crois que ça rejoint aussi la recommandation ce matin de l'économiste Luc Godbout. Vous dites en quelque sorte qu'il faudrait s'assurer, quand on revoit la fiscalité scolaire, qu'on se donne un seuil. Par exemple, qu'il ne faudrait pas aller en bas de 15 % des revenus qui proviennent de la taxe scolaire. En ce moment, on est autour de 16-17 % au Québec. Ouais. Donc, est-ce que c'est le sens de votre demande, qu'il y ait vraiment un seuil et qu'on se détermine collectivement un seuil qui provient de la taxe scolaire en pourcentage? En fait, on peut le mettre de manière très, très concrète. Nous, notre idée, c'est que si l'éducation est importante, il faudrait que les citoyens contribuent de manière tangible à l'éducation. Il y a une des provinces, je pense que c'est la Colombie-Britannique, qui sont autour de 30 quelques %. Donc, c'est ça l'idée, parce que peu importe, là, au total, le contribuable finira par payer ses impôts et ses taxes, mais pour nous, il y a un engagement tangible envers l'école publique. Et d'avoir un seuil est une manière concrète de protéger cet engagement tangible de l'ensemble des individus envers l'école publique, qui s'occupe des enfants de tout le monde. Là. En conclusion, oui, merci. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le député de Rosemont. Merci. Je trouve ça particulier pour dire le moins que les représentants d'organismes qui reçoivent 12 milliards de dollars par année du gouvernement ne sont pas invités. Il n'a pas été encore à ce jour aux consultations prébudgétaires. Oui ou non, parce qu'on a peu de temps. Normalement, êtes-vous invité par les ministres des Finances? Je ne me rappelle pas qu'on n'a pas été invité. Okay. Autre chose, vous disiez tout à l'heure que si l'éducation doit être une priorité, elle ne devrait pas être la cible. Avez-vous l'impression que la première cible en ce moment, c'est plutôt vous, les commissions scolaires? Bien, vous savez, la question qu'il faudra se demander au Québec, là, c'est quel est notre enjeu prioritaire? Est-ce que notre enjeu prioritaire, c'est la persévérance, la motivation, la réussite éducative et l'apport du service dont les élèves ont besoin pour grandir et contribuer à l'effort collectif québécois ou un débat de structure? Vous avez aussi parlé tout à l'heure, en fait, je vais revenir sur un point qu'on a élaboré tout à l'heure. Le ministre dit on va compenser, on s'engage à compenser, on dit 3,5 % par année. Un témoin tout à l'heure nous a dit, la CSQ, pour ne pas les nommer, ça ne sera pas suffisant. Est-ce que vous partagez cette évaluation? En fait, puis lorsque je le disais tout à l'heure, mais vraiment en tout respect pour la parole du ministre qui dit qu'il va compenser, à court terme, nous avons confiance. À court terme. Mais c'est les aléas de l'avenir qui fait en sorte que ça fragilise le budget dédié à l'école publique. Et elle est là, notre inquiétude. Et moi, je pense que notre ministre est de bonne foi quand il dit « je vais compenser ». Mais en même temps, les aléas de l'avenir, il n'en est pas le contrôleur. Et nous, ça nous inquiète énormément. Pas qu'il ne soit pas le contrôleur, mais qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner. Voilà. Merci. Merci. Vous avez complété, Monsieur le député de Rosemont? Oui, j'ai complété, merci. Merci beaucoup. Alors, chers amis, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Je vous souhaite un bon retour. Je suspends momentanément nos travaux.